Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Afrique du Sud, près du Cap. Voici le port de Simonstown, où ces images ont été captées en janvier 2026. Des soldats venus de Chine, de Russie et d'Iran menant ensemble des exercices navals sous leadership chinois avec les marins sud-africains. Alors officiellement, il s'agissait de garantir la protection des routes commerciales. L'opération a même été rebaptisée Will for Peace, volonté de paix. Mais pour une partie de la classe politique à Pretoria, ces manœuvres ont été mal perçues, notamment parce que la Russie est toujours en train de mener sa guerre d'agression de l'Ukraine et que le régime des mollahs en Iran était alors en train de réprimer dans le sang les manifestations. L'occasion pour nous d'aller zoomer sur ce pays, l'Afrique du Sud, qui occupe une place stratégique sur le continent, qui possède de nombreux atouts pour jouer un rôle clé dans les années qui viennent et qui entretient un système d'alliances controversé. Sortons nos cartes. À la pointe sud du continent africain, l'Afrique du Sud est bordée par l'océan Atlantique à l'ouest et l'océan Indien à l'est. Elle partage ses frontières avec la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et l'Eswatini et entoure complètement le Lesotho. L'Afrique du Sud compte 64 millions d'habitants. C'est un pays jeune, un tiers des habitants a entre 15 et 34 ans. 82% de la population est noire, 8,5% métisse, 7% blanche et 2,5% indienne ou asiatique. Les trois quarts des Sud-Africains vivent en ville, notamment dans trois grandes régions urbaines, le Gauteng, qui regroupe Johannesburg, la capitale économique, et Pretoria, la capitale administrative. La région du Cap, capitale touristique et parlementaire, où vit une grande partie de la population métisse. La région de Durban, l'un des plus grands ports d'Afrique. Héritage de la colonisation néerlandaise et britannique, puis du régime d'apartheid de 1948 à 1991, l'Afrique du Sud est aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires de la planète. Inégalité de richesse tout d'abord. 10% des Sud-Africains, surtout des Blancs, détiennent 93% des richesses nationales. Ségrégation spatiale ensuite. Malgré l'émergence d'une classe moyenne, les populations noires pauvres demeurent reléguées dans les banlieues, les townships, loin des centres-villes et des emplois, et dans les régions rurales excentrées, les anciens Bantoustans de l'époque de l'apartheid. La crise économique qui dure depuis la fin des années 2000 accentue ces inégalités. Le chômage massif touche principalement les femmes et les jeunes des communautés noires. Résultat, plus des 2 tiers des Sud-Africains, majoritairement noirs, vivaient dans la pauvreté en 2025. Malgré ces inégalités, l'agriculture, l'industrie, la finance et le tourisme font de l'Afrique du Sud un moteur du continent. Le pays se classe ainsi parmi les premiers des États d'Afrique pour son indice de développement humain, un indice qui mesure le niveau de vie, de santé et d'éducation des habitants. Sur le plan politique, l'Afrique du Sud connaît une stabilité démocratique rare sur le continent. L'ANC, le Congrès national africain de Nelson Mandela, a dirigé le pays pendant 30 ans, malgré des années de corruption au plus haut niveau de l'État, sous la présidence de Jacob Zuma. En 2024, l'ANC a perdu la majorité absolue au Parlement. Son leader, l'actuel président Cyril Ramaphosa, s'est alors engagé dans un partage inédit du pouvoir. Malgré de fortes divergences, un gouvernement d'unité nationale rassemble désormais pour la première fois l'ANC et la Democratic Alliance, le parti d'opposition de droite. Conséquence de cette stabilité et de cette relative prospérité sud-africaine, le pays accueille aujourd'hui des migrants venus de tout le continent, alors que guerres et coups d'État s'y multiplient et que le dérèglement climatique fragilise les sociétés. Les migrants empruntent des routes qui passent à l'est, fuyant combat et pauvreté au Soudan, dans la Corne de l'Afrique, dans l'est de la République démocratique du Congo ou au Mozambique. Chassés par la répression en Tanzanie, ou encore par la sécheresse et l'insécurité alimentaire en Afrique australe, après l'épisode El Niño de 2023-2024. Ces routes forment le deuxième axe migratoire le plus fréquenté d'Afrique, après les routes qui partent vers l'Europe. La légitimité politique née du combat contre l'apartheid permet à l'Afrique du Sud de prétendre porter la voix des pays du Sud dans le concert diplomatique, non sans difficulté.
La politique étrangère de Pretoria reste en effet marquée par la loyauté de l'ANC à ses anciens alliés, à commencer par la Russie de Vladimir Poutine. L'Afrique du Sud a refusé de condamner l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, puis s'est abstenue en mars de voter les résolutions onusiennes appelant à un cessez-le-feu. Alliée à l'ANC au sein du gouvernement d'union, on l'a dit, la Democratic Alliance se montre pour sa part très critique de ses liens avec Poutine. L'Afrique du Sud post-apartheid est également un fervent soutien de la cause palestinienne. Elle a reconnu un État de Palestine dès 1995. Fin 2023, le gouvernement sud-africain a saisi la Cour internationale de justice de La Haye pour des actes génocidaires qu'il accuse Israël d'avoir commis dans la bande de Gaza. Cette démarche juridique au plus haut niveau a permis aux Sud-Africains de se poser en défenseur du droit international humanitaire garanti par la Convention de Genève de 1948. Ce recours en justice, ainsi que les bonnes relations de Pretoria avec la Chine de Xi Jinping et avec la République islamique d'Iran, ont en revanche tendu les relations avec les États-Unis. Le président Trump a boycotté le sommet du G20 qui s'est tenu à Johannesburg en novembre 2025, une première sur le sol africain. En effet, sous l'influence d'Elon Musk, le milliardaire de la tech de nationalité sud-africaine, Donald Trump accuse sans aucun fondement l'Afrique du Sud de génocide contre les fermiers blancs. En rétorsion, Washington a aussi imposé des droits de douane de 30%, les plus élevés du continent, et l'arrêt par décret présidentiel de l'aide à la lutte contre le sida, qui touche 14% de la population sud-africaine. Trump a aussi offert l'asile politique aux Afrikaners, les descendants des colons européens. Elon Musk souhaite en réalité faire plier le gouvernement dans la bataille commerciale en cours sur le déploiement en Afrique du Sud de Starlink, son réseau d'Internet par satellite. La loi sud-africaine impose en effet aux investisseurs étrangers d'ouvrir leur capital aux populations de couleur et de leur offrir des emplois. Des conditions jugées inacceptables par l'homme le plus riche du monde qui exigent leur assouplissement. Alors à présent, on va s'intéresser aux cartes dont dispose l'Afrique du Sud dans ce nouveau monde brutal, dominé à la fois par les États-Unis de Donald Trump et la Chine de Xi Jinping. Entre alliances avec les nouvelles puissances du Sud et matières premières stratégiques, Pretoria dispose d'un certain nombre d'atouts, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Depuis 2011, l'Afrique du Sud appartient avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine au club des BRICS. Son objectif, remettre en question l'hégémonie occidentale. Avec l'entrée en 2024 de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie, de l'Iran et celle de l'Indonésie en 2025, cette alliance au fonctionnement souple compte désormais 10 États. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud. À rebours de la politique états-unienne, Pékin a annoncé la suppression des droits de douane sur les importations sud-africaines. La Chine s'intéresse aux nombreuses ressources du sous-sol sud-africain. Charbon, fer, or, platine, diamants, manganèse et chrome. L'Afrique du Sud vend ainsi à la Chine ses minerais pour alimenter les industries des nouvelles technologies, des batteries électriques aux téléphones portables et aux panneaux photovoltaïques. Elle importe de Chine des produits manufacturés, batteries, textiles, produits chimiques notamment. Résultat, une balance commerciale déficitaire pour l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains sont par ailleurs courtisés par l'Union européenne, leur deuxième partenaire économique, qui cherche à sécuriser ses approvisionnements en minerais stratégiques pour son économie. Encore très dépendante du charbon pour sa production d'énergie, l'Afrique du Sud a aujourd'hui des atouts pour tirer son épingle du jeu dans un monde qui bascule des énergies fossiles vers les renouvelables et les voitures électriques. Elle détient ainsi un tiers des réserves mondiales de manganèse, un métal utilisé dans le solaire, l'éolien et les batteries électriques. Le pays produit aussi plus de 40% du chrome de la planète, un composant clé de plusieurs énergies renouvelables, géothermie, solaire et éolien. Premier producteur mondial de platine et d'iridium, indispensable à la fabrication d'hydrogène vert, l'Afrique du Sud pourrait devenir un leader continental des énergies renouvelables. Premier pas en ce sens, les projets de vastes centrales solaires photovoltaïques se sont multipliés.
Quant aux installations en panneaux solaires, elles ont bondi depuis une dizaine d'années, couvrant presque l'intégralité du territoire, comme on peut le voir sur cette carte. Avec un marché africain en pleine expansion, l'Afrique du Sud est enfin la tête de pont du continent pour les technologies numériques, qu'il s'agisse des grands câbles sous-marins qui transportent nos données ou des data centers qui les stockent. Le pays est notamment un point d'ancrage de plusieurs câbles transocéaniques qui relient l'Afrique au reste du monde. Avec 60 data centers, c'est également une plaque tournante continentale des services en ligne des géants américains et chinois, à l'heure où la course mondiale à l'intelligence artificielle aiguise les appétits. Voilà pour ce voyage en Afrique du Sud, leader en devenir, on l'aura compris. Encore un dernier atout pour Pretoria, l'existence d'un géant sud-africain des médias, Naspers, lequel a aussi multiplié les investissements dans la tech et qui s'est rapproché dès 2001 d'un autre géant du secteur, chinois celui-ci, Tencent, la maison mère de WeChat, la super application sans laquelle, vous le savez, les Chinois ne peuvent vivre et qui permet un redoutable contrôle social pour Pékin. Le régime chinois et l'ANC qui, ensemble, ont de fortes ambitions pour peser sur le marché africain et laisser derrière eux leurs concurrents occidentaux. Pour aller plus loin, cet ouvrage d'un spécialiste de la région, Gilles Tellier, publie « Histoire de l'Afrique du Sud » aux éditions Talendier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.